Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors aujourd'hui, on va parler des transports du futur. On va parler des transports dans les 20 prochaines années. Qu'est-ce qui va changer dans votre quotidien? Et on va en parler avec vous, Jacques Mangon. Vous êtes vice-président justement à Bordeaux Métropole. Et vous, Pierre Delfaux, vous êtes justement universitaire et professeur émérite d'économie. Alors, Jacques Mangon, qu'est-ce qui va changer dans les prochaines années, notamment sur la rocade 2x3 voies? Il est question de la passer entièrement à 2x3 voies. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour notre quotidien? Alors, d'abord, sur la question de la rocade aujourd'hui, c'est la rocade bordelaise, ça concentre l'essentiel des bouchons de l'agglomération bordelaise. Pratiquement tout se passe ici, une quinzaine sur l'ensemble des bouchons, qui sont de l'ordre d'une vingtaine. Donc c'est vraiment une problématique essentielle. Aujourd'hui, nous sommes en situation de blocage ou de rattrapage lent d'un blocage qui est celui de l'avancée des travaux. Et la seule solution qui nous paraît raisonnable, c'est celle qui est avancée à la fois depuis longtemps par Alain Juppé et qui maintenant a été reprise dans le rapport Duron, c'est celle d'adosser ça sur du financement en fait privé. Alors le rapport Duron, je précise, c'est le rapport en fait de l'État justement sur les infrastructures et qui fixe les priorités pour les toutes prochaines années sur le territoire. Voilà, donc là, il y a une donnée qui est déjà très positive, c'est sur la question de la rocade bordelaise, où cet adossement qui était réclamé depuis longtemps et qui était repoussé plus ou moins énergiquement par l'État, eh bien, est préconisé dans ce rapport. Cet adossement, ça permet d'envisager pour 2025, alors c'est loin pour le citoyen, je dirais le citoyen moyen qui, dans sa voiture, tous les matins enrage et tous les soirs enrage sur la rocade, mais en termes d'infrastructure publique, c'est relativement proche, voilà, pas très très longtemps, et ça veut dire que ça pourrait être fait sur une partie importante. Donc c'est une très bonne nouvelle de ce point de vue, et ça va contribuer à desserrer un étau qui vraiment devient de plus en plus prégnant, à la fois sur les gens, l'économie et de manière générale l'agglomération. C'est quoi l'horizon justement? C'est 2025. 2038 hein? Pour la rocade, Ouais, pour la on rocade. peut considérer que si on part sur du financement de ce type-là, on arrivera à faire quelque chose pour l'horizon 2025, ce qui est plutôt bien. Et l'espoir, c'est quoi? C'est de désengorger, par exemple, avec cette mise à 2x3 voies de la rocade. Au niveau des études, c'est 10-15%. Est-ce qu'on a une idée, sachant que, évidemment, dans le même temps, la population va augmenter hein? L'espoir, c'est de, on va dire, refluidifier sur beaucoup de moments, mais ça ne suffira pas. Il faut en particulier, par exemple, traiter la question du barreau de l'A63, donc l'autoroute A63, où le manque de capacité autoroutière des derniers kilomètres, de ces 15 derniers kilomètres, a un impact extrêmement important sur toute l'agglomération. Donc maintenant, il faut remettre le paquet là-dessus, il faut le faire rapidement. Avec ce système de financement privé, c'est une perspective, je pense que Pierre Delfaux sera d'accord, qui est envisageable à moyen terme, on va dire, et c'est une nécessité absolue. Après, on n'aura pas tout résolu, d'autres questions demeurent, on les abordera ailleurs, mais il faut se pencher avec énergie là-dessus. Pierre Delfaux, vous avez aussi représenté ces dernières années la société civile en tant que membre du CESER, hein, du Conseil économique, social et environnemental. La commission de transport, oui. Voilà, et vous étiez rapporteur de la commission de transport. Est-ce que justement, c'est pas trop tard au final? Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ce grand contournement qu'on n'a pas voulu faire il y a 10 ans? Alors, votre question est celle qui est apparue à l'époque, et c'est un des rares points sur lesquels on avait été unanime et très ferme. C'est-à-dire que dans la matière de transport, il ne faut pas confondre les horizons temporels. Le grand contournement, c'était une affaire à 30 ans, 20-30 ans. Même s'il avait été mené à son terme dans l'année où il a été lancé, il ne serait toujours pas réalisé aujourd'hui, parce que c'est une opération énorme. Quand on voit le temps qu'il a fallu pour construire la 89, quand on voit le temps qu'il a fallu pour construire d'autres infrastructures de ce type, donc c'est un horizon long. L'aménagement de la rocade ou le doublement ou la mise à 2 fois 3 voies d'une autoroute existante, c'est un tout autre horizon. C'est un horizon de court terme. Donc l'un n'était pas le substitut à l'autre. Alors le problème, effectivement, et là, votre question, effectivement, est tout à fait pertinente, c'est que parce qu'il y avait cette perspective grand contournement, on a dit c'est pas la peine de faire des opérations de court terme. Le résultat, c'est que on n'a rien fait, le mieux c'est l'ennemi du bien, et on se retrouve effectivement dans la situation où on était il y a de cela à peu près 10 ou 15 ans. Alors, ça vaut à la fois pour la rocade, et ça vaut aussi pour le morceau de la 63 qui reste à 2 fois 2 voies, puisqu'il est à 2 fois 3 voies après l'échangeur d'Arcachon, mais pas avant, parce qu'on disait c'est le grand contournement qui résoudra le problème. C'est exactement, si vous voulez, Et c'est là où on a des bouchons aujourd'hui. Comme le passage vers l'Espagne, si on met en
en concurrence ou en parallèle l'idée d'aménager une voie existante sur une des deux extrémités des Pyrénées et avec le tunnel central des Pyrénées, qui est une opération qui vraisemblablement, si elle se fait un jour, ne sera pas réalisée avant le siècle suivant. Donc voilà, donc c'est un problème d'horizon temporel. Donc le grand contournement et la rocade, c'était pas une alternative, c'était deux opérations à des stades différents. Et donc le grand contournement ne se faisant pas, ou s'il se fait, sera très très long. La rocade, c'est effectivement une urgence parce que ça peut être fait vite, enfin relativement vite, par rapport au délai existant. Voilà. Alors, juste un point qui m'inquiète, mais je pense que vous avez dû vérifier, c'est que la procédure de l'adossement, c'est celle, par exemple, où on a financé la 89. C'est-à-dire de faire payer à des sociétés d'autoroutes des chantiers en leur allongeant les droits qu'elles ont sur l'exploitation du réseau qu'elles ont déjà en portefeuille. L'Europe s'était insurgée contre cette méthode, jugée effectivement anticoncurrentielle, puisqu'elle permettait aux entreprises ayant pignon sur rue, enfin, dans le jargon des économistes, de bénéficier d'une rente de situation. Alors là, comme c'est en prolongement de quelque chose qui existe, je pense qu'il peut y avoir une dérogation. Mais il faut quand même être sûr, pour le tronçon de la 63, comme pour le morceau rocade, qu'effectivement, c'est bien compatible avec le droit européen. C'est le cas, Jacques Mangon? Écoutez, on le pense. Après, il faudra vérifier dans les faits ce qu'on pense au vu des textes, mais oui, on le pense. Parce que ce que vous avez dit, la proposition, ce n'est pas une proposition de l'État pour l'instant. Hein. On en est à la proposition du Conseil qui s'est réuni, qui a le mérite. Parce que ce genre de conseil, ce sont des technocrates dans le bon sens du terme. Ils peuvent effectivement présenter des choix que les politiques valideront ou ne valideront pas, mais en fait, il vaut beaucoup mieux être dans le rapport que être sur la touche après la publication du rapport. Mais l'autre chose, vous parliez de la 63 justement. Sur la 63, est-ce que c'est normal que ce soit aujourd'hui l'utilisateur qui paye, par exemple, celui qui habite Salles, qui veut rentrer chez lui, demain, il va devoir payer. Alors certes, il sera à 3 voies, mais il va devoir payer quand même pour ça tous les jours. Il peut y avoir des aménagements. Quand vous payez sur le pont de l'Oléron, tout le monde ne paye pas la même chose. Ou sur le pont de l'île de Ré. Bon. Quand vous êtes dans les Landes, selon l'endroit où vous rentrez sur le tronçon à péage de la 63, vous ne payez pas la même chose que ceux qui sont en transit. Donc, il y a des aménagements possibles pour ceux qui font de la migration quotidienne alternante, comme nous disons. Alors, ça peut être effectivement soit par un système d'abonnement. Je crois que c'est ce qui a été fait à Toulouse. Je ne connais pas très bien le dossier, mais sur la portion d'autoroute qui va jusqu'au Muret. Bon. Et donc, il y a un tarif différent, un système de tarification différent pour les locaux et pour les gens en transit. Bon, ça peut être aussi, effectivement, la gratuité, comme c'est le cas donc, dans le département de Charente-Maritime, au regard de la carte grise, ou je ne sais pas. Mais donc, il y a des aménagements possibles. De manière, parce que, là encore, nous avions un vieux principe en France, c'est qu'une autoroute ne pouvait être à péage que s'il existait un itinéraire bis gratuit. Pour la 63, on a considéré que l'itinéraire bis gratuit, c'était de passer par Mont-de-Marsan à travers ce qu'on a interdit aux poids lourds, d'ailleurs, entre parenthèses. On l'a laissé quand même à discrétion de ceux qui veulent continuer d'aller vers le sud sans débourser un centime. C'est possible, mais c'est compliqué. Jacques Mangon, est-ce qu'au final, la vraie solution pour désengorger justement les routes, c'est pas d'avoir, ce qui a été évoqué aussi, un espèce de RER dans la métropole de Bordeaux, un peu express, c'est-à-dire un TER encore plus cadencé qu'on développerait justement, et d'avoir cette solution via le réseau ferré? Ce qui est sûr, c'est que le réseau ferré, le ferroviaire léger, notamment le tram-train, les solutions ferroviaires légères sont de bonnes solutions pour désengorger, on va dire, les métropoles et puis pour assurer une bonne liaison qui stabilise les populations entre la métropole et par exemple ses abords immédiats, que ce soit au sud ou du côté du Médoc ou ailleurs. Tous ces éléments-là, ce sont les éléments d'avenir. On peut peut-être déplorer d'ailleurs que la SNCF ou les autorités responsables aient fait des choix en disant l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, c'est pas la bonne solution. On voit bien que sur le ferroviaire léger, on a pris un retard considérable. On voit bien que les infrastructures déjà existantes sur la métropole ne sont pas utilisées à plein, loin de là, qu'on n'a pas évolué depuis 20 ans sur ces questions-là. Donc vraiment, il faut se reposer la question. Moi, je crois beaucoup, notamment à la question du tram-train. Je crois que c'est quelque chose qui est relativement peu coûteux en termes de transport et très efficace. Oui, c'est l'intermodalité la clé. Hein. Voilà. Pour autant, il y a des solutions si peu onéreuses qu'on veut étudier. La métropole en particulier souhaite qu'on développe beaucoup les systèmes de transport express, bus express.
Alors, ça ne répond pas à tout, parce qu'au bout d'une certaine distance, bon, il y a des complexités qui s'installent, mais ça peut parfois être la solution. Ça a été mis en œuvre dans d'autres agglomérations, avec succès. Tout n'est pas comparable, mais enfin, on peut s'en inspirer. On pense que c'est une piste intéressante. Et après, il y a une autre question qu'il faut qu'on traite. Là, je raisonne sur un petit bassin de population sur la métropole, hein, finalement, mais qui est important, c'est la question du covoiturage. Ce covoiturage dont on parle régulièrement, eh bien maintenant, il faut trouver des systèmes incitatifs pour que les covoitureurs, les gens qui prennent en charge ça, aient des incitations positives pour... Mais est-ce qu'on va avoir une troisième voie, justement, dont on parle depuis longtemps, dédiée au covoiturage sur la rocade? Alors, c'est un, comment dire, c'est un serpent de hein. mer, mais moi je pense que la troisième voie, elle est intéressante, c'est intéressant de la garder, mais le covoiturage, je crois que la clé, elle n'est pas forcément là. La question du covoiturage, c'est comment inciter, comment reconnaître que finalement les covoitureurs privés peuvent assumer dans une certaine mesure, si c'est bien fait, une fonction qui relève finalement de l'intérêt public et général. Et si c'est le cas, quelle solution peut-on trouver pour les inciter à développer ça? Ça ne suffira pas, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire, notamment, on n'a pas parlé encore, mais je crois que la question de la taxation, ou tout au moins de péages ciblés ou intelligents, ou ciblés sur certains horaires pour les poids lourds, sur la rocade, c'est une question centrale. Le créneau du soir, 17h, 19h ou 17h, 20h, est un créneau où il faudrait inciter les acteurs économiques à arbitrer dans le sens de non-utilisation à cette heure-là de la rocade, parce que ça pourrait être coûteux. Alors, vous y croyez, vous, Pierre Delfaux, justement, à cette solution? Alors, moi d'abord, les TER, pour moi, c'est la priorité absolue. TER ou RER de proximité. Oui. Bon, j'habite Arcachon, j'ai terminé ma carrière professionnelle en habitant à Arcachon, je prenais le train tous les matins, je rentrais tous les soirs, et c'était génial. Et ça marchait en plus généralement très bien. Parce que je sais que c'est une ligne qui est particulièrement favorisée, dit-on, que ce n'est pas la même chose sur d'autres itinéraires, mais et quand on voit le succès qu'elles ont, bon, moi je vois à la fac le nombre d'étudiants qui venaient d'abord par le TER avant de prendre le tramway pour aller sur le campus, ça a quand même été une réussite spectaculaire. Alors ceci dit, sur la question très précise que vous posiez sur le covoiturage, bon, l'histoire de comment vérifier qu'effectivement ceux qui sont sur une file de droite payent moins que les autres, il me semble qu'il y a une possibilité, c'est effectivement de jouer au départ et à l'arrivée. Et notamment à l'arrivée sur le plan du stationnement, qui aujourd'hui effectivement représente un coût très élevé. Si effectivement on peut trouver un système qui fasse que ceux qui arrivent en covoiturage et qui peuvent faire la preuve bénéficient d'un traitement privilégié sur les parkings publics, ça sera peut-être une mesure qui est facile, me semble-t-il, et qui peut être efficace. Eh bien, merci à tous les deux pour vos propositions et votre éclairage.